C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal avec l'enquête qui commence après l'avalanche hier à Val-Fréjus en Savoie. 5 militaires sont morts, 8 sont blessés. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était en Savoie aujourd'hui. Il a rendu visite aux blessés et aux secouristes. Il s'est aussi recueilli devant les dépouilles qui reposent à Saint-Jean-de-Maurienne. Nous retrouverons dans ce journal Jean-Christophe Solari en direct de Val-Fréjus. Aux Deux Alpes, la station n'a pas attendu l'avalanche de la semaine dernière pour sensibiliser les touristes au risque d'avalanche. Des ateliers sont proposés chaque semaine depuis 16 ans. Ils sont gratuits. Il s'agit de mieux appréhender le ski hors piste, qui, rappelons-le, n'est pas interdit. Et puis nous entendrons dans ce journal le désarroi de certains chefs d'entreprise installés sur la zone commerciale de la Saulcette à Moutier en Savoie, un site dont l'activité économique est à l'arrêt depuis un éboulement qui s'est produit au printemps dernier. Juste après ce journal, vous retrouverez l'édition nationale dont voici les principaux titres. Et c'est une première depuis 1969. L'espérance de vie en France est en recul. 3 mois pour les hommes, 4 mois pour les femmes. La mortalité lors de l'épidémie de grippe de janvier 2015 est une des explications. Et puis Renault à l'offensive pour défendre son image. Le constructeur reconnaît des défaillances en matière de normes anti-pollution sur certains moteurs diesel. 15 000 véhicules capture sont progressivement rappelés. Le groupe promet aussi des améliorations techniques fin mars. Je vous le disais à l'instant, le ministre de la Défense était donc en Savoie aujourd'hui pour rendre hommage aux militaires tués dans l'avalanche de Val-Fréjus. Jean-Yves Le Drian en a aussi profité pour faire un point sur l'enquête. Les détails avec Nathalie Rapuc et Vincent Abran. 15h, Jean-Yves Le Drian arrive à l'hélistation de Modane pour féliciter les CRS et les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne. Après s'être recueilli à Saint-Jean-de-Maurienne et suite à un échange avec les militaires rescapés, le ministre de la Défense compte sur la justice pour révéler les circonstances du drame. L'enquête confiée au parquet d'Albertville démontrera si les risques pris hier ont été appréciés avec les précautions qui doivent s'imposer. C'est ici que l'avalanche s'est déclenchée. Ce matin, le matériel laissé sur place par les militaires a été récupéré. Des experts en nivologie sont montés pour apprécier le manteau neigeux et évaluer comment la sortie s'est organisée. Ces militaires en étaient à leur 2e semaine de stage et avaient été formés au secours. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont vu les militaires qui commençaient déjà à faire des recherches d'EVA et ils avaient extrait quelques victimes qui étaient ensevelies, donc ils avaient fait leur propre autosecours. Bon, après c'est sûr que quand on arrive, nous on a beaucoup plus l'habitude d'intervention d'avalanche, il y a une coordination et ensuite tout s'est déroulé pour le mieux. Parmi les 51 militaires, 3 niveaux de ski, des plus aguerris aux skieurs moyens. Mais pour l'armée, les règles de sécurité ont été respectées. Tous les soldats, les simples légionnaires n'étaient pas encore formés complètement puisqu'ils sont en cours de formation et que ça faisait partie de leur formation. Mais l'encadrement autour était normalement représenté. Ce qui pose problème peut-être, au-delà des distances qui ont été prises, les consignes ont été données et respectées, ce qui pose problème surtout c'est l'ampleur de l'avalanche. C'est-à-dire qu'on est confronté à une avalanche d'une ampleur assez exceptionnelle et finalement, à la limite qu'ils aient eu 20, 30 ou 40 mètres, le couloir entier semble avoir été balayé par l'avalanche. Et c'est plus l'ampleur de l'avalanche qui explique ce bilan. Les rescapés sont encore sous le choc, mais le stage reprendra son cours prochainement. On vient d'entendre dans ce sujet des questions se posent sur le niveau en ski de ces légionnaires qui évoluaient dans un secteur dangereux. Jean-Christophe Solari, bonsoir, vous êtes à Val-Fréjus. En sait-on plus sur ce point précis? Bonsoir. Mais effectivement, Pauline, on peut dire que ces jeunes militaires n'étaient pas de bons skieurs. Ils venaient en fait tout juste de sortir d'une semaine de formation, d'apprentissage de ski. Et cette semaine s'est déroulée sur piste. Donc ces skieurs étaient tout juste de jeunes skieurs, si je puis dire. Mais en tout cas, ils avaient suivi au cours de cette semaine un module de recherche des victimes d'avalanche. Et c'est ce module qui leur a permis de localiser, d'extraire leurs camarades avant même l'arrivée des secours. Ces jeunes militaires étaient en tout cas encadrés
par des militaires aguerris. 3 chefs d'escadron qui ont été formés à l'école militaire de haute montagne qui est basée à Chamonix et eux-mêmes étaient donc des militaires, des montagnards très bien expérimentés. Ce qui a surpris le groupe en fait, c'est effectivement l'ampleur de l'avalanche. On l'a dit, 400 mètres de large, 250 mètres de dénivelé, c'est toute la face qu'ils affrontaient qui est partie sous leurs pieds. Selon le général Rizel, commandant de la 27e BIM, les distances de sécurité ont été respectées, 10 mètres entre chaque homme, et c'est ce qui a permis en fait que seulement 13 hommes sur 50 ont été emportés. Maintenant, fallait-il pour autant engager 50 hommes dans une même face alors que le risque d'avalanche était marqué? Cela, c'est l'enquête judiciaire confiée au parquet d'Albertville qui le dira. Pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, cette formation le risque fait partie intégrante de la formation de ces militaires qui sont formés pour être engagés dans des milieux périlleux. Aujourd'hui, ces militaires sont choqués. Ils vont pouvoir s'entretenir avec des psychologues militaires. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors ce matin, la station de Val-Fréjus était encore sous le coup de cette terrible avalanche, avec évidemment de l'émotion, mais aussi l'envie de rassurer les touristes, notamment concernant la sécurité du domaine skiable, quelques semaines avant le coup d'envoi des vacances de février. Reportage Maxence Regnault avec Maxime Kemener. Le réveil est difficile ce matin à Val-Fréjus. L'ambiance est pesante, l'émotion palpable. Comme si le jour d'après n'existait pas, tout le monde revit les événements d'hier. Le ski s'est arrêté assez tôt. Hier, en fin de journée, on est allé faire un petit tour dans la station. En particulier à la presse, on a senti que tout le monde était choqué, quoi. On les voyait de temps en temps, les militaires, les années précédentes. Et là, c'est vrai qu'on était descendus sur Valoir, donc on ne les avait pas vus le matin. C'est en remontant que j'ai vu les gendarmes qui barraient la route pour empêcher l'accès, justement, pour qu'il y ait trop de bateaux, je suppose. Mais aujourd'hui est bien un autre jour. C'est en tout cas ce qu'espèrent les professionnels, même si certaines opérations rappellent encore les événements d'hier. Des spies ce matin, non, rien de spécial. À part l'hélicoptère quand même qui fait des allers-retours. Donc on voit bien que c'est pas encore tout à fait sûrement fini là-haut. Bon, les recherches certainement sont finies, mais je pense qu'ils doivent vérifier encore certaines choses. J'espère que les gens ne vont pas se localiser comme ça sur ce fait et puis ils vont continuer à venir. Moi j'attends du monde ce week-end, tous les week-ends du reste du mois de janvier et tout ça. Et puis après il y a février et mars. Pour la station, il est donc important de rassurer les vacanciers et les skieurs. Expliquer que l'événement, aussi grave soit-il, n'est pas une fatalité. Les messages de prévention sont en place, les pistes ouvertes ont été sécurisées, les filets sont en place, le panneautage de signalétique est identique. Il n'y a aucune raison de changer de mode de gestion des pistes par rapport à hier. L'ambiance simplement a beaucoup changé. Dans les prochains jours, l'enquête devrait venir remémorer le triste événement de la journée d'hier. Ensuite, il faudra malgré tout continuer d'avancer, peut-être avec les skis aux pieds. Et les militaires décédés venaient du 2e régiment étranger du génie, une unité basée dans le Vaucluse à Saint-Christol. Alors évidemment, là-bas aussi, beaucoup d'émotions, d'autant que les légionnaires sont totalement intégrés dans la vie de la commune. Reportage Frédéric Porret et Olivier Ducrot-Renaudin. L'émotion est palpable à Saint-Christol après le décès des 5 militaires. Il faut dire que les légionnaires sont totalement intégrés sur le plateau de Sceaux. Leur caserne n'est qu'à quelques kilomètres de la commune et ils fréquentent les commerces du village. Depuis hier, c'est ce qui se demande beaucoup au bar, c'est savoir un peu qui c'était, parce qu'il y avait vraiment des personnes qu'on côtoie au quotidien, donc on n'en sait pas plus. Après, moi, les légionnaires, c'est des personnes qui font partie de la vie du village, n'importe comment, que ce soit quand on amène nos enfants à l'école, sur les commerces. On est triste quand on apprend une nouvelle comme ça, déjà, d'une part, parce que c'est des légionnaires qu'on voit, qu'on côtoie dans le village. Pas tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même mobilisés dans la caserne. Pour le maire, c'est une immense tristesse. Le 2e régiment étranger de génie est présent depuis 1999. C'est une émotion particulière, si vous voulez, qui touche la commune, qui touche le régiment, qui touche également la nation, puisque il ne faut pas oublier que ce sont nos forces armées qui ont été touchées. Donc effectivement, la commune ressent une vibration dans la mesure où le régiment, 2e régiment étranger de génie, fait partie intégrante de la population de la commune. En 16 ans d'existence, le 2e REG s'est forgé une belle expérience opérationnelle en Bosnie, Afghanistan ou au Kosovo. Mais il a été endeuillé plusieurs fois depuis 2000.
On l'a entendu au cours de ce journal, les hommes qui encadraient ce groupe de légionnaires ont tous suivi une formation à l'EMHM, l'école militaire de haute montagne de Chamonix, dans laquelle une de nos équipes s'est rendue ce matin. Joël Serroni, Christian Mathieu. Une fois que tu as trouvé la première victime et que ton collègue a sondé, tu peux passer sur la deuxième, marquer et passer sur la deuxième. C'est un groupe de jeunes sous-officiers. Ils viennent de s'engager et vont passer 6 semaines à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Il faut que chaque personnel qui sort dans le détachement soit formé à la recherche. Même s'il ne conduit pas le groupe, il doit pouvoir trouver ses collègues sous l'avalanche. Voilà, on marque. Nickel. Dans 2 ans, certains reviendront ici pour suivre un stage de perfectionnement, comme ce groupe qui rentre d'entraînement. Alors seulement, ils pourront encadrer un détachement en montagne, conduire un groupe, coordonner un secours, devenir le maillon d'une chaîne de commandement. On a des contrôles, on a toute une chaîne réglementaire avec, on va dire, ce qu'on appelle une trame de compétences qui nous permet de chacun un peu donner son avis et de dire oui, vous pouvez y aller. Après, celui qui est sur le terrain, il peut encore aussi choisir. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de filtres. Normalement, ça doit nous aider vraiment à prendre les bonnes décisions. Mais comme vous dites, effectivement, il y a toujours une petite part d'impondérable. C'est vrai que depuis sa création en 1932, l'EMHM en a vu disparaître des montagnards pourtant affûtés, formés dans ce pôle d'excellence reconnu dans le monde entier. Alors, quand une avalanche emporte 5 des leurs, c'est toute la famille des troupes de montagne qui est en deuil. Déjà, c'est des gens de l'armée de terre, donc forcément on est touché, mais en plus ils appartiennent à la 27e brigade d'infanterie de montagne, comme nous. Donc ce sont à la fois des compagnons d'armes, mais aussi des compagnons de cordée, parce que nous sommes des soldats montagnards, eux comme nous. Et puis effectivement, certains d'entre eux sont passés en formation à Chamonix. Chaque année, 600 stagiaires viennent ici pour apprendre à combattre dans un milieu périlleux, à éviter aussi les pièges d'une montagne souvent plus meurtrière que les combats. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les suites de l'avalanche de Val-Fréjus. Toutes les infos à retrouver sur notre site internet alpes.france3.fr. Vous pourrez notamment écouter l'interview de Dominique Létang. Le directeur de l'ANENA évoque notamment la dangerosité du secteur emprunté par les militaires. En Isère, la station des Deux Alpes a elle aussi été touchée récemment par une avalanche très meurtrière et depuis 16 ans, la station organise chaque semaine des ateliers de sensibilisation au risque d'avalanche et recherche de victimes. Des ateliers gratuits, ouverts à tous. Marine Michelier, Florine Heba. Une salle hors sac au milieu des pistes de la station. À l'intérieur et pendant une bonne heure, pisteurs et guides vont partager leurs connaissances avec les participants du jour. Analyse de la neige, du terrain, du bulletin météo, du matériel de secours, tout est dans un premier temps ici, minutieusement décortiqué. Après la théorie, la pratique. Yann et Dimitri, touristes anglais et russes, vont maintenant s'exercer sur le terrain à la recherche de victimes. Tous deux ont été équipés d'un détecteur, d'une sonde et d'une pelle. Le but, c'est pas de faire des experts à la fin de la journée, c'est impossible, c'est d'une longue expérience. Donc c'est déjà qu'ils se posent quelques questions. Déjà à savoir à l'endroit où ils sont, s'ils se sentent en sécurité. Donc on essaye qu'ils aient quelques réflexes, déjà de préparation de leur sortie. Bon, déjà qu'ils sortent équipés, c'est indispensable. Après d'être très observateurs du milieu, on insiste aussi là-dessus, voir s'ils voient des avalanches déjà, il faut que ça les alerte. Tout ce qui peut les alerter en fin de compte. In one direction. J'aime bien le hors-piste, mais je n'avais pas forcément conscience du risque d'avalanche jusqu'à celle de la semaine dernière. J'étais dans la station quand ça s'est passé sur la piste noire de Bellecombe. Je voulais donc savoir quoi faire si je me retrouvais seul face à cette situation. Encadrer le hors-piste de proximité plutôt que de l'interdire sur un domaine qui vante comme les autres les joies de la poudreuse, un parti pris par les Deux Alpes depuis 15 ans déjà. Il faut surtout raisonner les gens qui ne s'engagent pas dans des choses trop difficiles, qui ne se retrouvent pas à enclencher des secours où les secouristes se mettraient en danger pour aller les récupérer. Je crois qu'il y a un gros travail d'information à faire et c'est ce qu'on essaye de faire aux Deux Alpes. La Freeride Attitude, c'est le nom de cette initiation gratuite et ouverte à tous. Elle est organisée dans la station chaque mardi jusqu'au 12 avril prochain. Les suites des émeutes de Moiron en Isère. Après les interpellations d'hier, on a appris que 7 suspects ont été mis en examen aujourd'hui et placés sous contrôle judiciaire. Il y a au total 17 personnes interpellées. 2 d'entre elles se sont présentées spontanément aujourd'hui à la gendarmerie. Les auditions se poursuivront demain.
Justice, Ghislain Anselmini a été condamné à 5 ans de prison ce mardi par la cour d'assises de la Savoie dans l'affaire du rapt avorté de son ancien coéquipier Fabrice Fiorez en 2012. Ghislain Anselmini était considéré comme le commanditaire de cette opération visant l'ex-footballeur professionnel. Des peines plus lourdes ont été prononcées à l'encontre des 2 ravisseurs. Anne Diard, Didier Albrand. 5 ans de prison ferme pour Ghislain Anselmini. Après 5 heures de délibéré, l'ex-footballeur a été jugé coupable d'avoir commandité un vol dans la propriété de son ancien ami Fabrice Fiorez. Ce soir, il dormira en prison, mais peut-être pas pour très longtemps. Alors à l'issue du délai d'appel, dans 10 jours, il sera conditionnable, puisqu'il avait déjà effectué une période de détention provisoire. Et d'ores et déjà, nous pourrons présenter auprès du juge d'application des peines une demande de libération conditionnelle. 5 ans de prison pour Ghislain Anselmini, c'est 2 fois moins que la peine prononcée à l'encontre de ces hommes de main. Les familles ont du mal à comprendre. C'est pas un crime qu'il a fait, mon cousin. L'avocat de Fabrice Fiorez aussi. Je trouve que les peines sont un peu particulières, dans le sens où il y a trop d'écart entre la condamnation prononcée à l'encontre de M. Anselmini et celle prononcée à l'encontre de M. Goussaïri et Sali. Je pense qu'ils ont fait la différence entre le commanditaire et les exécutants, et qu'ils ont voulu sanctionner la violence des exécutants plus que le reste. Mohamed Goussaïri et Mohamed Sali s'étaient rendus masqués et armés dans la villa des Fiorez. Ne trouvant pas l'argent escompté, ils avaient frappé et menacé Fabrice Fiorez avant de l'enlever. Ce dernier avait réussi à s'enfuir en brisant une vitre de la voiture. Les 2 derniers accusés de ce procès sont ressortis libres. Radouane El Mariouche a écopé d'1 an avec sursis. Riyad Aznag, lui, a été acquitté. À Moutier, la zone commerciale de la Saulcette est définitivement fermée. Le secteur avait été sérieusement touché par un éboulement au printemps dernier. La semaine dernière, la préfecture a considéré que le risque était encore trop important pour que l'activité perdure sur le site. Un coup dur pour l'emploi et l'économie locale. Cédric Picot, Franck Serroni. Il ne pourra plus rentrer chez lui. Depuis les éboulements d'avril dernier, ce professionnel du bâtiment n'avait plus le droit d'accéder à l'une de ses entreprises située dans la zone de la Saulcette. La semaine dernière, la préfecture a rendu cette interdiction définitive. On nous annonce une expertise pour évaluer le bâtiment d'ici 3-4 mois. Bon, après, je ne sais pas, mais le règlement, ça va intervenir entre 1 an ou plus, ou 2 ans, je ne sais pas. Donc d'ici là, nous, on fait comment ? L'entrepreneur a déjà dû licencier 2 salariés. En tout, plusieurs dizaines d'emplois pourraient être impactés sur la zone. Touché par un éboulement il y a 9 mois, le site est considéré comme trop risqué pour être à nouveau exploité. Les 5 entreprises du secteur devront déménager, mais le foncier manque à Moutier. Pour certaines des entreprises, on a fait d'ores et déjà des propositions, à Moutier ou sur le périmètre de la communauté de communes à laquelle nous appartenons. Et pour d'autres, nous ne pouvons pas faire, puisque certaines entreprises ont des besoins de surface qui sont très importants et auxquels nous n'avons pas de proposition à apporter. La zone de la Saulcette est désormais inactive, mais les trains passent encore au-dessus, sur le flanc de la montagne. Pour l'instant, la ligne qui rejoint Bourg-Saint-Maurice est sécurisée par des capteurs pour éviter tout passage lors d'un éboulement. Le tracé est emprunté par des TGV à destination des stations et des convois de produits chimiques. La semaine dernière, nous avons engagé les procédures pour évacuer la zone avec les entreprises et nous attaquons dans le mois qui vient des réunions avec la SNCF et les experts pour envisager la suite pour sécuriser cette ligne SNCF. Une sécurisation jugée impossible par contre pour la zone de la Saulcette. Aucun ouvrage ne pourrait protéger le site contre de nouveaux éboulements. Les bâtiments devront être déconstruits dans les mois à venir. Faire jouer le FCG, le club de rugby de Grenoble, au Stade des Alpes, c'était l'idée de la nouvelle municipalité. Mais la présence accrue des rugbymen dans l'enceinte sportive pose quelques problèmes de cohabitation avec le foot. Certains week-ends, les matchs du FCG se télescopent avec ceux du GF38. Aurélie Massé, Yves Maréglot. Son fief est ici, au Stade des Alpes. Mais depuis quelques mois, difficile de suivre le GF38. Chambéry, Saint-Marcellin, Échirolles, le club de foot délocalise régulièrement ses matchs. La raison ? Un agenda sportif parfois incompatible avec celui du rugby. Le FCG qui joue désormais tous ses matchs de top 14 et de challenge européen dans cette enceinte.
Il n'y a pas 36 solutions aujourd'hui, il y a des choses évidentes. C'est-à-dire que les championnats doivent de nouveau être prioritaires. On sait que si nous ne jouons pas nos matchs de Coupe de France et un jour, j'espère, de Coupe de la Ligue, et si le FCG ne joue pas ses matchs de challenge européen ici, il n'y a plus de problème. Donc déjà définissons le fait, c'est notre proposition, que les matchs de championnat sont prioritaires pour les deux clubs. Déjà ça réglera beaucoup de sujets. Le FCG au Stade des Alpes, qu'advient-il de Lesdiguières, stade historique du rugby grenoblois? Le club y a toujours ses bureaux, son centre de formation, mais le terrain ne sert pratiquement plus qu'aux entraînements. Alors pourquoi ne pas y faire jouer le GF38 en cas de doublon? Les lieux sont trop marqués rugby, estime le club. La municipalité a donc pris une décision. Le stade Lesdiguières, il est homologué pour le football professionnel. Il va être un peu déshabillé avec l'image du rugby parce qu'il est vrai, le foot il doit se sentir à demeure au stade Lesdiguières. C'est un travail qui sera entrepris d'ici le début du printemps. Alléger l'empreinte rugby, évidemment l'idée n'enchante pas Marc Chirec. Pour le président du FCG, il suffit de reconfigurer le stade lorsqu'une autre équipe vient y jouer. Encore faut-il le vouloir. Je crois que l'essentiel de la discussion elle est là-dessus, c'est-à-dire que reconfigurer un stade en 24 heures pour qu'une équipe puisse y jouer le samedi et une autre le dimanche, c'est faisable, mais ça nécessite des moyens logistiques et ça nécessite que ces moyens logistiques soient pris en charge par quelqu'un. Maintenant, reste à savoir par qui. Dans une logique d'économie, pas sûr que la mairie de Grenoble accepte de régler la note. Et on poursuit ce journal avec la grande odyssée. La course des chiens de traîneau et leurs mûcheurs se termine demain à Valseny. Et sachez que vous pourrez suivre l'arrivée en direct sur France 3 Alpes à partir de 13h50. Céline Aubert accueillera sur son plateau les différents concurrents et leurs chiens au fur et à mesure de leur arrivée. Elle reviendra en images sur les 10 étapes qui ont marqué cette édition 2016. Deuxième volet de notre série consacrée cette semaine à l'eau des Alpes. Hier soir, nous étions dans les montagnes de Haute-Savoie. Ce soir, direction le Sud-Isère, où coule une source relativement peu connue, mais qui suscite l'intérêt pour sa pureté, une eau mise en bouteille et commercialisée. Reportage Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Au cœur des montagnes du Valbonnet, sur la commune du Perrier, une petite structure discrète. C'est l'usine d'embouteillage de l'unique eau de source de montagne de l'Isère. C'est l'eau qui est récoltée dans les vallées qui viennent du Col d'Ornon et de Confolens, et qui est de tous les massifs qui sont aux alentours. Le captage est à peu près à 200 mètres de l'usine, donc on pompe à environ 40 mètres de profondeur, et on amène l'eau jusqu'à l'usine par des tuyaux inox. Dès le départ, les communes voisines d'Entraigues et du Perrier considèrent que Valécrin est porteur d'avenir. Elles se lancent alors dans l'aventure et participent au financement du captage. L'eau du Perrier, c'est l'eau de Valécrin, c'est l'eau qu'on boit tous les jours. Donc c'est une eau pure et ça c'est aussi intéressant pour l'image de la commune d'avoir une mise en bouteille de notre eau parce que c'est une image de qualité, de pureté. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ça vous rapporte un peu d'argent, vous, en tant que mairie, ou pas? Alors, ça devrait nous en rapporter. Ça nous en rapportera quand l'usine fonctionnera à plein rendement. Car la structure connaît des débuts difficiles. L'un des gros clients à l'export ferme ses portes. Les commandes baissent, le marché est compliqué. Heureusement, depuis 2005, l'entreprise appartient à un nouvel investisseur qui croit fermement en ce produit d'exception. Rebaptisée eau des Alpes, cette eau de source de montagne est évidemment placée en permanence sous très haute surveillance. Toutes les 30 secondes, il y a une mesure. Si on dépasse certains seuils, l'eau est déviée et pas embouteillée. Il y a un labo qui fait une analyse toutes les 2 heures à peu près. Et en plus, il y a un laboratoire indépendant qui vient une fois par mois faire des prélèvements sur des produits finis et qui contrôle. Pour l'instant, la production n'est assurée que par une petite équipe de 8 personnes, car l'usine ne tourne qu'au tiers de ses capacités, soit 13 000 bouteilles à l'heure environ, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 millions d'euros. Si la clientèle est essentiellement locale et régionale, de nouvelles commandes à l'export font cependant leur apparition, que ce soit en Europe, vers l'Asie ou les pays du Maghreb. Enfin, 2016 s'annonce bien puisque l'entreprise Eau des Alpes sera aussi prochainement référencée auprès d'une marque de grande distribution.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations avec l'enquête qui se poursuit après l'avalanche de Valseny en Savoie. 5 militaires sont morts alors qu'ils s'entraînaient en ski de randonnée. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était en Savoie aujourd'hui. Il a rendu visite aux blessés et aux secouristes. Il s'est aussi recueilli devant les dépouilles qui reposent à Saint-Jean-de-Maurienne. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Jean-Christophe Solari. Je serai là à 19h. Passez une excellente soirée. À demain.